Merci d'être venus si nombreuses et nombreux. On sait que les sujets éducation restent au cœur de l'actualité et la conférence de presse de rentrée de la ministre hier l'a montré. Alors on va commencer par présentation assez rapide à trois voix des enjeux de la rentrée. Ensuite, on aura un temps d'échange de questions-réponses. Et puis ensuite, je pourrai répondre à vos questions dans la salle d'à côté s'il y a besoin d'enregistrer certaines réactions. Alors, vous dire que cette rentrée est inédite, c'est certainement pas un scoop. Vous l'avez certainement entendu à de nombreuses reprises ces derniers jours. J'ajouterai un élément qui fait de cette rentrée quelque chose d'inédit. C'est qu'en 2025, dans une conférence de presse de rentrée, nous allons être amenés à parler de Jean-Michel Blanquer, ce qui est quand même généralement le signe, le baromètre que nous sommes dans un moment de crise, que de reparler des réformes de Jean-Michel Blanquer, mais Elisabeth Borne a quand même largement contribué à mettre ce sujet dans le paysage. Alors cette rentrée, elle est bien évidemment inédite parce qu'on est dans un contexte d'instabilité politique particulièrement marqué depuis quelques jours. Mais pour nous, au SNES-FSU, les choses sont très claires. Le contexte d'instabilité politique ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de la dégradation du service public d'éducation et en particulier du second degré. Le second degré est traversé par une crise profonde. On peut même dire que le système éducatif aujourd'hui est sur un fil. Il est à un point de bascule en raison de sa situation assez désastreuse sur laquelle je reviendrai. Et donc, il y a aussi une évidence pour nous à cette rentrée, c'est qu'avec ou sans François Bayrou, avec ou sans Elisabeth Borne, l'enjeu principal, c'est le budget. C'est vraiment ce qui va guider nos mobilisations, nos interventions dans les prochaines semaines, parce qu'on voit bien que le budget qui est proposé, ce qui sous-tend la logique budgétaire pour l'éducation nationale, est à rebours des besoins du service public d'éducation. Alors on voit bien qu'à travers les enjeux budgétaires, l'éducation nationale est sur un fil, et sur les questions budgétaires, il y a aussi une évidence. On ne peut pas suivre la logique démographique. C'est celle que nous serine le gouvernement depuis plusieurs mois. Mais il faut rappeler à celles et ceux qui nous opposent qu'il y a une diminution démographique, une baisse démographique et donc une diminution des effectifs. Il faut quand même rappeler quelques chiffres. Depuis 2018, dans le second degré, dans les collèges et lycées publics, il y a eu 8029 élèves en plus. Et en même temps, il y a eu 8865 suppressions d'emplois de professeurs dans les collèges et les lycées. Et pour essayer peut-être de visualiser, de matérialiser un peu ce que ça signifie, ces 8865 suppressions d'emplois, c'est comme si on avait rayé de la carte 197 collèges. Donc voilà ce que signifie, voilà ce qu'a été la politique éducative d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et ça montre une chose, il est absolument mensonger de faire croire que c'est la démographie qui est la boussole des politiques budgétaires qui sont menées. Parce que si c'était la démographie qui était la boussole des mesures prises, eh bien il y aurait eu des créations d'emplois quand nous avons connu des augmentations d'effectifs. Donc ça ne peut pas être la logique démographique qui guide les décisions. C'est bien une logique humaine, une logique éducative, une logique pédagogique qui doit être la boussole de la préparation de rentrée. Et de ce point de vue-là, on sera très attentif aux chiffres qui sortiront en termes de création ou de suppression d'emplois, parce qu'on voit bien le tour de passe-passe qui peut être fait avec les emplois qui seront créés dans le cadre de la formation initiale, et pour essayer de faire croire qu'il y aurait des créations d'emplois dans les collèges et les lycées. Nous, on le répète, il ne peut pas y avoir de suppression d'emplois de professeurs dans les collèges et les lycées, alors que oui, n'en déplaise à Elisabeth Borne, le système éducatif est à l'os. Aujourd'hui, on manque de tout dans l'éducation nationale, et en particulier dans le second degré. Elle peut aligner tous les chiffres qu'elle veut. Il y a une réalité. Par exemple, on prend le budget 2025. Il prévoyait certes une augmentation de 1,95 milliard d'euros, mais quand on corrige de l'inflation, l'augmentation n'est plus que de 0,48%. Donc il n'y a pas eu d'effort significatif à la hauteur des enjeux ces dernières années. Et notre objectif est bien d'imposer dans le débat public et dans les décisions la nécessaire augmentation significative du budget pour créer des moyens, créer des postes pour l'ensemble des personnels, puisqu'on a besoin d'adultes dans nos établissements scolaires, et aussi pour travailler à la revalorisation salariale et des carrières de nos collègues.
Puisqu'encore une fois, quand on dit que l'école, le service public et le second degré est à l'os, c'est aussi une réalité humaine, c'est pas seulement une réalité budgétaire. Cette réalité humaine, c'est la rentrée qu'on va faire qu'on va faire demain, qui a déjà eu lieu à La Réunion et à Mayotte, une rentrée de la pénurie avec un manque de personnel, de professeurs, mais aussi d'AESH. On l'avait vu l'année dernière, avec, comme on en a désormais l'habitude, du bricolage institutionnalisé pour trouver des personnels. Alors l'école est sur le fil, mais les personnels sont aussi sur le fil. Les personnels sont sur le fil, ils connaissent une importante crise de sens de leur métier. On pourrait ainsi évoquer la situation des psychologues de l'éducation nationale qui voient leur mission glisser petit à petit vers des missions de personnel de santé. On pourrait parler aussi de nos collègues CPE, conseillers principaux d'éducation, qui voient leur mission aussi petit à petit glisser vers une logique sécuritaire, bien loin de la dimension éducative du métier de CPE. Et puis il y a bien évidemment la perte de sens du métier enseignant, dont le symbole est certainement le choc des savoirs, qui a voulu nous imposer le tri des élèves, je dis bien qui a voulu, puisque c'est quand même une réforme que nous avons réussi à mettre en échec. Donc les personnels sont sur le fil et malgré tout ils tiennent le service public d'éducation, mais on sent bien à travers un certain nombre d'indicateurs qu'ils s'interrogent sur ce qui est devenu leur métier. Le SNES-FSU a consulté la profession en juin dernier. En 10 jours, nous avons eu un peu plus de 10 000 réponses. Nous avions quand même 2/3 des collègues qui avaient pensé ces 2 dernières années à la démission au regard de la crise que traverse le système éducatif. Et pour 46% d'entre eux, c'était en raison de la dégradation de l'école publique. Donc ça montre bien que c'est le sens même de nos métiers qui est remis en question et qui est durement ressenti. Et puis pour terminer sur ce point d'introduction, c'est pas seulement les personnels, c'est pas seulement une question de budget, c'est même le système éducatif qui ne tient plus qu'à un fil. On voit bien que ce qui s'est joué ces dernières années, c'est des décisions, des politiques éducatives qui ont oscillé entre des plans ministériels, des numéros verts, des questionnaires, c'est-à-dire des dispositifs qui s'empilent sans vraiment de cohérence, qui viennent bousculer aussi le cœur de nos métiers. On va certainement le voir à travers l'introduction de l'intelligence artificielle et des réformes plus structurantes. Je pense à la réforme du collège, à la réforme du lycée, à la réforme de la formation initiale, et des réformes structurantes qui n'ont jamais répondu aux enjeux urgents de l'éducation nationale. Ces réformes n'ont jamais répondu aux enjeux de l'attractivité. Aucun ministre n'a répondu aux enjeux de la revalorisation des personnels. Et donc ça montre aussi que c'est bien quelque part l'ambition du service public d'éducation, c'est l'ambition de l'école publique qui ne tient plus qu'à un fil. Ce fil, c'est le dévouement, l'engagement des personnels, mais pour le reste, les derniers ministres ont fait beaucoup de mal au second degré, et Elisabeth Borne ne fait pas exception à la règle avec la copie hors sujet qu'elle a rendue hier, en s'inspirant à la fois de Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal sur bon nombre de sujets, notamment sur ce qu'elle a annoncé sur le lycée. Donc voilà un peu le panorama général de cette rentrée. Gwenaëlle Lepé et Emmanuel Séché, mes 2 adjoints, vont préciser quelques éléments sur certains points précis, et je terminerai en vous présentant quelles sont nos perspectives de mobilisation pour les prochaines semaines et les prochains mois. Oui, je poursuis sur les questions pédagogiques que la ministre a abordées d'une manière tout à fait concernante hier, puisque autour du lycée, elle en fait un événement de rentrée, sachant que cela n'apparaît pas dans la circulaire de rentrée. La question du bac n'apparaît pas davantage dans le dossier presse hier. On est vraiment très étonné de ces annonces qui n'ont pas été concertées. On attend des annonces aujourd'hui dans le bulletin officiel. C'est certainement pour faire diversion sur la question des salaires qui n'apparaît quasiment pas dans le dossier presse. Diversion aussi pour ne pas évoquer les 100 000 lycéens qui restent sans affectation dans Parcoursup actuellement. Et diversion aussi pour ne pas parler du collège et du rapport accablant de l'inspection générale sur les groupes de niveau. Le groupe de niveau qu'elle maintient, alors que pour nous c'est vraiment un enjeu important d'abroger l'ensemble de la réforme choc des savoirs et faire en sorte surtout
surtout que le tri, la sélection soit abandonnée au collège. Nous avons fait de nouveau cet été un recours auprès du Conseil d'État pour annuler le décret et l'arrêté qui organise les groupes de niveau sur 6e, 5e. C'est important pour nous de redonner du souffle au collège et faire surtout en sorte que tout ce qui pèse sur les pratiques professionnelles soit écarté, soit annulé. On a beaucoup d'inquiétudes autour de ce qui se joue sur les évaluations standardisées, celles qui arrivent en 5e par exemple, sont là dans l'idée que c'est les évaluations standardisées qui vont dire ce que les élèves doivent apprendre. C'est avant tout les programmes qui doivent définir d'un point de vue national ce qui doit se jouer dans les classes et dans les apprentissages des élèves, les évaluations standardisées n'étant là que pour contrôler le travail des élèves, des enseignants également pour l'institution. Nous sommes aussi attentifs à ce qui va se jouer sur le DNB, le retour de l'ensemble des disciplines qui joueront sur l'attribution du diplôme est pour nous une bonne nouvelle. Néanmoins, la question des évaluations qui seront prises en compte dans le cadre d'une réflexion commune au sein des collèges qui nous rappelle ce qui va se jouer sur le lycée dès demain est pour nous une inquiétude avec l'idée que ce geste professionnel qu'est l'évaluation ne peut pas être administré. On ne peut pas avoir des réflexions collectives sur un geste qui reste lié très fortement et très intimement aux apprentissages dans la classe. L'évaluation est faite pour que les collègues puissent faire réussir leurs élèves en fonction de la progression des notions qui sont travaillées dans la classe. Il y a là des enjeux forts autour, Sophie l'a présenté, d'un ensemble de guides, de plans, de stratégies qui pèsent sur les collègues, particulièrement au collège, et nous dénonçons cette idée qui s'impose de plus en plus à la profession de penser par des plans, alors que nous considérons qu'il y a nécessité de penser son métier et que les collègues ont besoin d'une autonomie professionnelle, d'avoir une liberté pour pouvoir être au mieux des initiatives qu'ils peuvent prendre dans la classe, dans des collectifs de travail avec des équipes pluriprofessionnelles, pour répondre à la complexité des situations auxquelles nous sommes confrontés et pour tenir compte de la singularité des élèves. Donc l'annonce sur le lycée d'hier, c'est le retour du projet local d'évaluation que nous avons combattu en 21 avec force mobilisation dans les établissements. Nous avons fait en sorte surtout que ce geste professionnel, qui est un geste statutaire, reste bien dans la main des collègues. La façon dont les choses nous sont annoncées nous paraissent extrêmement inquiétantes. Il y a une volonté de forcer une administration de l'évaluation pédagogique via le retour donc, du projet local d'évaluation. On a du mal à comprendre précisément de quoi parle la ministre. Il y a encore une confusion qui est entretenue entre ce qui relève du contrôle continu, donc qui ne concerne que les épreuves qui ne sont pas en épreuve terminale, et l'ensemble des notes sur toutes les disciplines. Il y aura quelque chose qui devra être éclairci. En l'occurrence pour nous, en aucun cas, les collègues ne doivent perdre la main sur les évaluations. L'idée d'avoir un pilotage renforcé, une coordination renforcée des coefficients qui soient annoncés en début d'année nous paraît extrêmement contre-productif pour la réussite des élèves. Il faut s'adapter au quotidien à ce qu'ils travaillent dans la classe et les évaluations en tout cas sont là pour le faire et en aucun cas elles ne peuvent être pilotées par un chef d'établissement dans le cadre du PLE. L'important serait peut-être pour la ministre de travailler la péréquation des deux épreuves lors des épreuves terminales. On sait que les deux épreuves sur les journées 1 et journée 2 amènent souvent des disparités sur les niveaux de difficulté des sujets. Il y a là une vraie problématique que la ministre pourrait travailler. Il y a aussi la question importante pour nous du nombre d'élèves qui accèdent au bac. Il y a actuellement un plateau avec 80% d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat. Il serait beaucoup plus utile de s'intéresser, dans le cadre d'une politique éducative ambitieuse, à la façon de faire réussir l'ensemble d'une génération et de les amener jusqu'à un baccalauréat général, technologique et professionnel. Enfin, la question du lycée, c'est aussi le retour c'est la création d'une épreuve de maths sur le niveau première, générale et technologique. On s'interroge beaucoup sur le sens de cette épreuve. On voit bien qu'il y a un lien très fort avec la sélection d'un Parcoursup, mais surtout ce que nous dénonçons, c'est que c'est le renoncement à des mathématiques pour toutes et tous au cours des 3 années du lycée. Un renoncement qui permettrait justement, si ces mathématiques étaient remises dans le tronc commun, de faire que l'ensemble
l'ensemble des élèves, particulièrement les filles, puissent rester à proximité de cet enseignement et par la stratégie des petits pas se sentir à l'aise dans cette discipline et viser des carrières scientifiques. Avoir cette exigence d'excellence comme la ministre le porte actuellement n'est certainement pas la bonne approche à notre sens. Quelque chose qui passe totalement sous les radars, c'est la nouvelle épreuve en terminale STI 2D, l'épreuve pratique qui n'apparaît ni dans la circulaire de rentrée, ni dans le dossier de presse du ministère hier. Nous en sommes extrêmement surpris, alors que c'est un enjeu important pour les élèves de la terminale STI 2D. Enfin, un élément important du dossier de presse et sur lequel nous sommes extrêmement vigilants, c'est la question de la formation initiale. Il y a de nombreux éléments qui restent encore en discussion. Le ministère va réouvrir un cycle de concertation. Ce qui nous importe surtout, c'est que la diversité des profils des étudiants qui se présentent particulièrement au CAPES soit reconnue par le ministère. C'est pas tout à fait la direction qui est prise actuellement, mais pour le CAPES, 70% des lauréats sont des étudiants. Nous avons moins de reconversions à 200 emplois qui se présentent dans les concours du second degré par rapport au premier degré, et la diversité de ces profils doit être reconnue pour faire qu'il y ait de l'attractivité dans les métiers. Ce n'est pas tout à fait le choix que fait le ministère avec un concours au niveau L3. Nous maintenons notre exigence d'un concours qui soit au niveau du master, de la deuxième année du master, pour faire surtout que l'agrégation garde encore un sens. C'est un concours du second degré, mais garde encore un sens pour les étudiants, une forme de référence, une référence importante pour nous, à la fois en termes de temps de travail, mais aussi de salaire, et une représentation auprès de l'opinion publique qui montre que nos métiers sont attractifs, ne sont pas dévalorisés, et l'agrégation est vraiment un point important pour nous de cette attractivité dans nos métiers. Voilà, la transition est toute naturelle vers les questions salaire, carrière, rémunération, statut, etc., sur lesquelles on pourrait malheureusement être très court aujourd'hui parce que il y a essentiellement du néant et des absences à commenter. Aucune mesure générale en 2025 comme en 2024. Ça veut dire la valeur du point d'indice qui continue de stagner et donc de décrocher par rapport à l'inflation. Ça se traduit dans nos professions par des débuts de carrière qui ne sont toujours pas à 2000 € comme c'est rappelé en permanence. La première année, on est à moins de 1850 €, tout compris. Ça se traduit sur les milieux de carrière par l'abandon d'une évolution prévue, alors qu'elle avait été discutée dans des conditions un petit peu délicates, parce que mélangeant différents sujets, mais néanmoins il était prévu qu'à cette rentrée 2025, il y ait une réforme de l'avancement dans le premier grade pour l'ensemble des personnels fonctionnaires, enseignants, CPE, PCEN, et qui permettent à tout le monde d'avancer plus rapidement. C'était un élément positif, et les arbitrages budgétaires l'ont fait tomber. On ne sait pas aujourd'hui si c'est définitivement abandonné ou si ce n'est qu'une question de temps, mais pour les collègues c'est un message effectivement très négatif. Et ça se traduit sur les fins de carrière, sur une situation où on a toujours aujourd'hui environ 40 000 collègues dans nos corps qui sont bloqués en fin du deuxième grade, la hors classe. Ce deuxième grade qui correspond aujourd'hui, la fin de ce deuxième grade qui correspond aujourd'hui à environ 2,3 SMIC, c'était 3,5 en 1989, et c'est une perte de l'ordre de 10% depuis 2017. Aujourd'hui, pour espérer avoir une fin de carrière qui soit même pas revalorisée par rapport à ce que j'évoquais de 89, eh bien, il faut avoir la chance d'atteindre le troisième grade et donc les derniers échelons de chaque corps, ce qui donne une perspective de carrière autour de 2,7 SMIC, donc on est encore loin des références de 1989, et surtout on est aujourd'hui dans un système qui est extrêmement opaque
malthusien sur cet accès au dernier grade pour l'ensemble des corps, et en particulier pour le second degré, puisqu'il y a des taux de promotion qui sont drastiquement plus faibles que dans le premier degré. Donc effectivement, en termes de rémunération pour les corps enseignants assimilés, la référence que nous portons pour une véritable revalorisation, c'est celle de l'agrégation, et donc un mandat qui est historique pour le SNES et que nous ne cessons de défendre, c'est toutes et tous agrégés. On doit aussi commenter des absences et un néant concernant la situation des collègues contractuels enseignants CPE, PsyEN, puisque on est toujours dans l'attente, ça a duré toute l'année dernière, d'ouverture de discussion, de groupes de travail sur un cadre de gestion des contractuels qui vise à minima à une harmonisation des grilles académiques, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation extrêmement disparate sur le plan des rémunérations pour les contractuels, et puis bien sûr, nous on va au-delà de ça, puisqu'on porte la revendication d'un véritable plan de titularisation qui permette d'en finir avec le recours à l'emploi précaire, un emploi précaire qui fragilise à la fois l'institution et les personnels. Donc on ne désespère pas, mais la situation politique et gouvernementale actuelle ne nous incite pas forcément à énormément d'optimisme sur la capacité du ministère à vraiment ouvrir des discussions sérieuses sur le sujet. Sur d'autres catégories de personnel, elles ont été évoquées, ce sont les AESH, je dis elles parce qu'à 95% ce sont des femmes. Donc là on est aussi sur la question de la rémunération, sur une absence totale d'évolution, mais avant d'évoquer ça, je veux dire quelques mots sur un élément plus structurel qui est la généralisation des PASS, des pôles d'appui à la scolarité, généralisation qui a été rejetée en commission mixte paritaire le 2 juillet, et donc qui va se faire sans aucune évaluation de l'expérimentation qui a été menée dans 4 départements en 2024-2025, et donc on découvre dans la circulaire de rentrée que 500 PASS sont mis en place à cette rentrée, sans qu'il y ait aucune visibilité réelle aucune visibilité sur la réalité de ce chiffre, évidemment aucune concertation à aucun niveau sur la façon dont ça se met en place, et puis ce qui évidemment nous pose le plus de problème, c'est que ces PASS, c'est absolument pas la solution à la fin des PIAL que nous revendiquons. Les PIAL, c'était la mutualisation forcée des moyens d'AESH. Aujourd'hui, les PASS, c'est un outil d'adaptation à la pénurie, c'est un outil pour contourner les notifications MDPH, et ça aboutit en réalité à une forme d'invisibilisation du handicap à l'école, puisque toutes les situations vont être totalement mélangées. Un mot aussi sur ce qui s'est joué cette année autour du temps de midi et de la façon dont les AESH peuvent être désormais rémunérés par l'État sur ce temps de midi. Ça a été une mise en œuvre extrêmement problématique, sans réelle prise en compte de ce que ça impliquait en termes de conditions de travail pour les AESH, et dans beaucoup de cas, sans augmentation de la quotité de travail. Alors l'augmentation de la quotité de travail, c'est aujourd'hui le seul levier pour les AESH pour voir leur rémunération un petit peu augmenter. Et donc, à contrario, beaucoup de prises en charge du temps méridien se sont traduites par une baisse du temps d'accompagnement sur le reste de la semaine, et donc ça c'est totalement inacceptable, et donc il est vraiment urgent de faire reconnaître la réalité d'un temps plein à 24 heures d'accompagnement, et d'avancer vers la création d'un statut de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH. Je terminerai par une autre catégorie particulièrement délaissée et méprisée à l'éducation nationale, celle des assistants d'éducation, qui sont toujours là aussi rémunérés au minimum fonction publique, c'est-à-dire à peine plus que le SMIC, qui, lorsqu'ils et elles sont recrutés en CDI,
n'ont quasiment aucune augmentation de salaire. Hein, c'est de l'ordre d'une quarantaine d'euros par mois s'ils sont à temps plein, mais c'est pas souvent le cas, et pour lesquels, là aussi, hein, il y a une absence de grille nationale, puisque on arrive à cette rentrée, hein, c'est la première rentrée, on a des AED qui sont en CDI depuis 3 ans, et donc qui doivent mécaniquement voir leur rémunération réévaluée. Le ministère s'est refusé à mettre en place une grille nationale, donc les rectorats sont obligés, doivent faire chacun dans leur coin soit des grilles, soit des mesures ad hoc, et donc on est parti pour une situation où ça va complètement diverger, et on va se retrouver là aussi avec des situations extrêmement disparates entre académies, ce qui est de notre point de vue inacceptable. Donc là on exige clairement l'ouverture de discussion pour sortir de la précarité les AED. On a des propositions sur le sujet, hein, sur les conditions de travail, sur les conditions de recrutement, sur le temps de travail, sur la rémunération évidemment, et sur la formation et l'accompagnement professionnel de ses collègues. Alors pour finir, vous dire que, on le dit, on le répète, et on n'est pas les seuls, que le système éducatif ne va pas bien, qu'il tient par les personnels de l'éducation, mais vous dire aussi qu'il y a quand même des réussites dans ce qu'on fait, notamment dans ce que font les personnels de l'éducation nationale et du second degré dans un contexte difficile, puisque ce sont bien nous qui tenons les collèges et les lycées. On peut quand même rappeler que c'est bien nous qui faisons réussir les élèves dans un contexte qui est particulièrement difficile. Alors c'est vrai qu'on le dit peut-être pas beaucoup, mais nous on le redit aujourd'hui. C'est les personnels qui font tenir le système éducatif, et quelque part, si on ne le dit pas souvent, c'est parce qu'on est peut-être aussi écrasé par les difficultés qui prennent beaucoup de place. On le dit peut-être un peu moins souvent que le privé, parce qu'il y a peut-être une forme de modestie de la normalité, parce que finalement faire réussir tous les élèves, c'est normal pour l'école publique, c'est normal pour le service public d'éducation. Et ça, il faut quand même rappeler qu'on arrive à le faire, qu'on essaye de le faire, qu'on arrive à le faire, et que tous les jours, les professeurs, les CPE, les PsyEN, les AESH, les AED le font. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, répéter et bien évidemment reconnaître. Et puis, il y a aussi des réussites syndicales. C'est ce que nous avons pu faire pour mettre en échec le choc des savoirs et en particulier le tri des élèves. C'est ce que nous avions fait en 2021 sur le projet local d'évaluation et que nous allons refaire. Nous avions mis en échec les velléités ministérielles de contrôler les pratiques pédagogiques des enseignants à travers l'évaluation. Et donc, dès demain, dans les pré-rentrées, dans les lycées et dans les prochains jours, nous mettrons à disposition des collègues un certain nombre d'outils avec un mot d'ordre. Il s'agit bien évidemment de faire respecter la liberté pédagogique et professionnelle des enseignants. Et comme en 2021, nous ne laisserons pas caporaliser les pratiques pédagogiques des enseignants en matière d'évaluation dans le cadre de ce qui se joue au lycée. Bien évidemment, parmi ce que nous avons réussi à faire, ce sont les avancées sur le programme d'EVARS qui entre en vigueur à cette rentrée. Ça peut paraître une goutte d'eau dans l'océan parfois de mauvaises nouvelles ou du contexte qui est l'éducation nationale, mais pour l'ambition émancipatrice de l'école, pour nos élèves et notamment les élèves qui peuvent souffrir de harcèlement, de discrimination, c'est plus qu'une goutte d'eau, c'est absolument quelque chose de décisif. On s'est battu pour ce programme et on sera extrêmement attentif à la façon dont il se mettra en œuvre et notamment la protection des personnels qui seront amenés à le mettre en œuvre, parce qu'on sait qu'une certaine frange conservatrice, réactionnaire ou d'extrême droite a ce programme et les personnels dans le viseur, parce qu'ils ne souhaitent pas que ce programme, parce que cette frange conservatrice et réactionnaire ne souhaite pas que ce programme s'applique. Donc nous avons réussi ces choses-là, nous avons réussi aussi des mobilisations contre les jours de carence. Ce sont des jalons pour continuer la mobilisation et entrer dans cette rentrée de manière offensive, parce qu'on voit bien qu'on est à un moment décisif pour l'avenir de l'école publique. Alors pour nous, les choses sont très claires, la mobilisation, elle commence dès demain. Dès demain, dans les réunions de pré-rentrée, où on appelle nos collègues à faire un premier bilan de la rentrée. Bien évidemment, on sera en mesure de vous donner la semaine prochaine la part des établissements où il manque des
professeurs. On va lancer notre enquête qui est désormais assez habituelle pour faire un premier état des lieux de la rentrée de ce point de vue-là. On sera très rapidement en mesure aussi de faire un bilan sur les lycées où les classes sont surchargées, les collèges où les classes sont surchargées, là aussi où des élèves sont sans affectation. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on va travailler dès demain. On pourra avoir des échos en début de semaine prochaine. On va avoir aussi des établissements qui vont se mobiliser contre ces conditions de rentrée. Il y avait eu des mobilisations des mobilisations de fin d'année quand il s'agit de préparer la rentrée, des collègues qui s'étaient mobilisés contre des classes surchargées. Nul doute que ça va rebondir dans les prochains jours et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un préavis de grève pour l'ensemble du mois de septembre pour couvrir toutes ces mobilisations locales. Et puis il s'agit bien évidemment aussi de faire campagne pour un autre budget. On va continuer à expliquer à nos collègues et à l'ensemble de l'opinion publique que oui, il est possible de faire autrement, il y a les ressources pour faire autrement, il est même urgent de faire autrement pour financer les besoins du second degré. Dans ce cadre-là, on a vu émerger la journée du 10 septembre. Le 10 septembre, c'est une mobilisation dont on voit qu'elle est très protéiforme, avec des éléments parfois de revendication qui peuvent être très éloignés de ce qu'on porte. Je pense notamment à certaines revendications qui peuvent être portées par des groupuscules d'extrême droite, mais on trouve aussi des revendications liées à la justice sociale, à la justice fiscale, au renforcement des services publics, qui sont liés à la colère qui est née des annonces du budget Bayrou, colère que nous partageons. Aussi, là où il y aura des mobilisations dans un cadre intersyndical, sur la base de revendications que nous partageons, ce sont des mobilisations que nous accompagnerons, que nous soutiendrons et dans laquelle nous pourrons nous retrouver. Mais il faut être très clair, pour nous au SNES, la mobilisation, elle ne s'arrêtera pas le 8, elle ne s'arrêtera pas le 10, parce que la bataille pour un autre budget, elle va continuer après, quel que soit ce qui se passe le 8 ou le 10 septembre. Et c'est pour ça qu'on s'inscrira aussi complètement dans les décisions de l'Interpro qui se réunit demain matin et qui devrait discuter des perspectives d'une journée de grève pour la fin du mois de septembre. C'est quelque chose dans lequel on s'inscrit complètement et on s'y associera, on fera campagne pour réussir cette journée de grève. Il faudra aussi qu'on puisse discuter des suites pour pouvoir gagner sur le budget. Et puis je pense que c'est apparu dans tout ce qu'on a dit, il y a aussi profondément une urgence pour l'éducation nationale, une urgence pour le second degré, et donc on posera très rapidement, en tout cas on va discuter à la fois en interne et avec les autres organisations syndicales, de voir comment est-ce qu'on peut aussi poser une journée de grève éducation dans les prochaines semaines, parce qu'il nous semble important et même décisif, dans le moment qu'on connaît, de porter haut et fort la voix de nos collègues et les besoins du second degré. Si vous avez des questions, on va y passer. Oui, Sonia, et puis... Bonjour, Sonia Princet, France Inter. J'ai pas bien compris en fait pourquoi vous dites que l'épreuve de maths à la fin de la première est un renoncement, je sais pas comment vous avez dit, un renoncement à un enseignement de mathématiques pour tous. Puisque au contraire ça pourrait peut-être élever un peu le niveau, puisqu'on sait très bien que quand il y a un examen, les élèves sont souvent un peu plus motivés pour travailler. Et puis aussi on sait très bien que dans Parcoursup, la note du bac de français est souvent déterminante, y compris dans des filières scientifiques. Alors pourquoi les élèves qui ont plutôt un profil scientifique ne pourraient pas être aussi un peu valorisés par cette note de bac dans Parcoursup? Voilà, ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur les projets d'évaluation. Là aussi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, effectivement, comme disait Elisabeth Borne, c'est vrai que les élèves ont souvent la pression tout le temps, sur toutes les notes. On a l'impression qu'ils travaillent que pour les notes, parce qu'ils savent que ça va compter pour le bac, pour Parcoursup. Et pourquoi est-ce que, justement, on ne pourrait pas imaginer... certaines notes qui comptent et d'autres qui ne comptent pas. Après tout, pourquoi ce serait forcément une mauvaise idée? Ouais, on va prendre, je crois qu'il y avait une minute pour... Ouais. Quelle est votre position sur la dernière décision de François Bayrou sur
vote de confiance. Est-ce que vous êtes soulagé, entre guillemets, de voir a priori un nouveau remaniement, voire une dissolution, ou est-ce que vous dites mince, on va sûrement avoir une nouvelle personne au ministère de l'Éducation, ça veut dire repartir de zéro avec quelqu'un qui va rien y connaître, il va falloir reparler, représenter tous les dossiers. Comment vous positionnez par rapport à ça? Merci. Oui, peut-être Hakim, et puis après on commencera une première salle de réponse. Une question qui concerne les postes. Aujourd'hui, on sait que ça peut évoluer d'ici l'année, mais dans le secondaire notamment, savez-vous déjà combien de postes vont-ils manquer à la rentrée? Autant qu'on a vu que le ministère a mis des petites annonces, plus de 1000 petites annonces ces dernières semaines pour des raisons contractuelles. Alors je commence oui, sur les maths, effectivement, ce que nous disons, c'est que c'est un renoncement à avoir des maths sur l'ensemble des 3 années du lycée, mais des maths pour toutes et tous. Hein. C'est ça notre objectif, c'est de rétablir les maths dans le tronc commun, qui n'apparaissent plus en première, qui n'apparaissent plus non plus pour tous et toutes en terminale. En milieu de première, en fin de première, c'est quand même quelque chose d'assez curieux pour une épreuve terminale. Certes, elle est anticipée, mais des élèves poursuivent les mathématiques en terminale, notamment les élèves de la voie technologique, qui n'ont pas l'ensemble du programme en première. Alors le programme pour l'épreuve sera bien déterminé sur ce qu'ils auront vu en première, mais ils continueront les mathématiques en terminale et il y a un risque d'abandon, de démotivation pour les élèves de la voie technologique. Et puis l'enjeu pour nous, c'est véritablement de repenser la place des mathématiques au lycée. Actuellement, seuls 53% des élèves font des mathématiques sur l'ensemble du lycée, et on sait que derrière se cachent de nombreux biais genrés, sociaux, et c'est l'apport des mathématiques dans la dimension culture commune qui nous importe pour faire que tous les jeunes aient accès à cet enseignement, un enseignement qui ne doit pas être un enseignement pour seulement les élites et un enseignement d'excellence. Il y a nécessité d'apporter cet enseignement à l'ensemble des élèves et plus particulièrement aux jeunes filles. C'est une façon, comme nous le pensons, et comme je le disais, de les mettre en confiance avec une discipline qui peut paraître plus difficile qu'une autre, et ça se voit dans les choix de spécialité en début de première. Et sur le contrôle continu, il y a quand même un enjeu sur la façon dont les établissements vont se comporter. Hein. Nous l'avons déjà vu en 2021 sur des lycées prestigieux qui avaient des doubles bulletins, des bulletins Parcoursup pour faire que les élèves soient bien placés dans la sélection de Parcoursup, et un bulletin plus officieux pour les parents pour montrer qu'il y avait toujours de l'exigence dans les apprentissages. C'est ce genre de dérive que nous pressentons, qui renforce finalement les inégalités entre établissements. Rappelons que dans Parcoursup, les lycées ne sont pas anonymisés et qu'il y a là un risque supplémentaire à la fois d'inégalité entre établissements et entre élèves, et la notion même de projet local d'évaluation qui se cache derrière ce que présente la ministre est une façon d'encadrer les pratiques pédagogiques, alors que véritablement l'évaluation est intimement liée aux apprentissages et à la façon dont le collègue, dans la classe, va mener ses enseignements. Oui, et d'ailleurs, ça prouve une chose, c'est que un des problèmes principaux, c'est Parcoursup. Enfin, Parcoursup qui structure finalement l'organisation du lycée et qui a des effets délétères sur nos élèves et sur la structuration du lycée, et donc aussi sur quelque part sur le travail des personnels. Sur la question sur la décision de François Bayrou, bon, c'est une décision qui lui appartient, qui même d'ailleurs a été visiblement qu'il n'a pas forcément partagé avec beaucoup de monde autour de lui. Ça ouvre effectivement une nouvelle période d'instabilité. Mais cette instabilité, en fait, elle est née de ce qui s'est passé en juin 2024, de la dissolution et des suites que lui a donné Emmanuel Macron. Alors oui, il y a de fortes probabilités qu'on ait un ou une nouvelle ministre. J'étais en train d'essayer de recompter puisque je finis par oublier. Mais effectivement, alors nous, on va espérer avoir déjà au moins un ou une ministre qui connaît le sujet, parce que c'est quand même plus simple pour pouvoir échanger, avancer des dossiers, mais surtout un ou une ministre qui écoute et qui soit bien dans l'écoute des urgences, qui puisse entendre, relayer, porter ce qui se passe
ce qu'on dit, parce que c'est aussi ce qui a manqué ces dernières années. Tous les ministres qui se sont succédés sont des ministres qui finalement soit ont suivi une feuille de route qui était liée à leur ambition personnelle, soit finalement ont essayé d'occuper l'espace avec des mesures qui étaient des mesures, comme je disais tout à l'heure, un empilement de dispositifs. Donc on va voir, on verra qui arrivera. De toute façon, c'est pas nous qui avons une influence sur le champ politique. Donc on verra ce qui se passera dans quelques semaines. Encore un peu de, enfin, je pense que tout le monde a beaucoup de mal à se projeter sur ce qui va se passer. Mais finalement, c'est pas tant l'action de la personne qui va arriver rue de Grenelle qui nous intéresse que celle du cap politique qui va être donné. Et c'est ça qui est décisif aujourd'hui. C'est pas tant de savoir si c'est Pierre, Paul, Jacques, Nicole, Jean-Michel ou un autre qui sera rue de Grenelle. C'est de savoir pourquoi faire et comment. Et donc nous, ce qu'on portera vis-à-vis effectivement d'un nouveau ministre, il y a un côté forcément un peu usant, hein, je ne vous le cache pas, de retourner pour la 6e, 7e ou 8e fois, dire voilà quel est l'état du second degré, voilà nos attentes. Bon oui, c'est usant, mais en même temps il y a de tels enjeux qu'on le fera, et avec une détermination à imposer en fait un nouveau cap. Pour le second degré, un nouveau cap budgétaire, un nouveau cap aussi de sens. Et c'est vraiment aussi le message qu'on va chercher à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, si le système éducatif vacille, c'est aussi parce qu'on a de plus en plus de collègues qui s'interrogent sur le sens de leur métier par rapport aux raisons pour lesquelles ils l'ont choisi. Ils tiennent, mais forcément ils se posent des questions. Et ça, il y a peu de ministres qui l'ont entendu. Et sur la question des postes qui ne seront pas pourvus à la rentrée, alors effectivement on a désormais un petit baromètre, un petit thermomètre dans les jours qui précèdent la rentrée avec le site du ministère avec ses petites annonces, donc on tourne autour de 1 millier de petites annonces. Après on sait aussi qu'on a un passif de postes vacants, de postes non pourvus sur les dernières sessions des concours de recrutement. Quand on regarde sur ces 4 dernières années pour le second degré, en cumulé, on est entre 5 000 à 6 000 postes non pourvus. Donc on est quand même sur quelque chose qui produit ses effets année après année. Je pense qu'on a aujourd'hui une certitude, c'est qu'il n'y aura pas un professeur devant chaque classe lundi, que lundi on va distribuer les emplois du temps à nos élèves avec marqué Monsieur X et Madame Y. On sera en mesure de mettre un chiffre sur cette réalité en début de semaine prochaine, en tout cas pour avoir une photographie à un instant T. Je note quand même que les discours ministériels évoluent petit à petit, puisque Emmanuel Macron parlait d'un professeur devant chaque classe à la rentrée, Gabriel Attal aussi, Elisabeth Borne a dit que les efforts étaient encourageants, si j'ai bien écouté, mais elle ne s'est pas risquée finalement à avoir une telle affirmation. Mais pour autant, on sera en mesure d'apporter des chiffres pour objectiver cette rentrée. Mais en gros, c'est un chiffre. Non, mais comprendrez qu'on essaye d'avoir une certaine rigueur dans les chiffres qu'on produit. Donc non, aujourd'hui je ne peux pas vous donner de chiffres parce que là où parfois quand on a commencé à être en contact avec nos chefs d'établissement en vue de la après-rentrée, ça nous est arrivé de savoir qu'il manquait tel ou tel professeur sur tel poste, notamment quand on est coordonnateur de discipline. On sait par exemple que demain il manquera tel ou tel professeur, mais ça serait pas très rigoureux à partir de là d'essayer d'estimer ce chiffre-là, mais promis, dès qu'on en a un et un solide, on le sort. Voilà. Est-ce que sur vos propres établissements personnels, par exemple, déjà, ça peut donner un titre d'exemple, vous savez ou pas s'il y aura un professeur dans chaque classe? Alors moi je sais que il manque des professeurs dans également. Ouais. Et AESH. Si on dit des milliers, on va. Oui, certainement. Après, des milliers, c'est large, mais on préfère être rigoureux sur les chiffres qu'on donne. Voilà. Oui. Et puis, bonjour. Bonjour et rebonjour, donc Marie-Christine Cormier pour Les Échos. Je voulais revenir sur la question des salaires. Vous évoquez le chiffre de 1 850 € net, si j'ai bien compris, en début de carrière. Est-ce que c'est bien pour un professeur certifié? Et comment, j'aimerais vous entendre sur le décalage avec l'étude de l'ADEP la semaine dernière. J'ai réalisé là à l'instant qui voyait 2 970 € pour les professeurs certifiés.
de 1970 € net. Quelle est votre analyse de ce décalage, j'allais dire, entre votre chiffre et ce qui est présenté par la dette? Merci. On va peut-être prendre de... Oui. Véronique Dupont de l'AFP. Je voulais revenir, continuer sur l'histoire des maths en fait. Je voulais savoir si le fait de ne pas, enfin plutôt sur le contrôle continu, pardon, le fait de ne pas évaluer de ne pas faire monter pour le bac toutes les évaluations, est-ce que ça n'apporte pas comme justement une réponse à l'anxiété des élèves? Est-ce que cet argument-là est valable pour vous ou pas? Et si c'est pas la bonne méthode, alors comment faire? Parce que le fait que chaque note compte pour le bac, voilà, est un facteur de grosse pression. Et sinon, sur la question de la... Je voulais savoir ce que vous pensiez de la disparition des manuels papier. Est-ce que c'est une bonne chose, quelque chose d'utile ou pas? Oui, peut-être. Oui, allez-y Mathilde, puis après. Oui, j'arrive pas non plus bien à comprendre, puisqu'il y a un enjeu d'attractivité important pour les enseignants, au-delà du salaire, votre opposition à la réforme de la formation initiale, si elle se passe telle qu'elle est défendue, c'est-à-dire avec une rémunération correcte pour les dernières années, qu'est-ce qui vous chagrine dans cette réforme, puisqu'elle semble... Enfin, la réforme précédente a quand même semblé avoir un effet important sur le recrutement. Oui, peut-être prendre. Oui, on va tourner comme ça, ce sera plus simple. Non, je voulais revenir sur le contrôle continu et sur les plans locaux d'évaluation en 2021 qui avaient été mis en place et abandonnés. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience de ces plans locaux d'évaluation? Qu'est-ce qui avait été mis en place et comment? Et pourquoi ça avait été abandonné, outre votre mobilisation? Oui, bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur les groupes de niveau. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils vont être mis en place cette année? Donc, on sait que c'est entre 6e et 5e, sachant que ça dépendra des budgets alloués pour les moyens supplémentaires. Oui, bonjour. Bonjour, donc, bonjour, Jam Gani du CAF pédagogique. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit éclairage sur la formation continue? Il y a des questions de la formation et de l'IA hier lors de la conférence de presse de la ministre. Donc, sur ce sujet, proprement sur l'IA, mais de manière un petit peu plus large. Merci. Oui, je commence sur la question salaire. 2970 €. De mémoire, ça doit être dans la note de la DEP. On parle de la moyenne, du salaire moyen des certifiés. Donc heureusement que les professeurs certifiés ne restent pas à 1850 € toute leur carrière. Mais donc l'explication elle est là. Souvent aussi il y a une différence d'interprétation ou de communication avec l'institution qui, quand l'institution parle de début de carrière, eh bien, parle du salaire après l'année de stage. Sauf que les collègues, ils sont recrutés après un concours, ils sont effectivement en année de stage, mais en année de stage, ils sont devant des élèves, et donc voilà, ils commencent leur carrière au premier échelon, pour la plupart, à 1850 €, dont 374 € de mémoire de prime et d'indemnité. Le salaire vraiment indiciaire, c'est 1,08 SMIC toujours. Donc 1850 €, c'est la fiche de paye des collègues qui commencent au premier échelon pendant leur première année. Et donc c'est pour ça que nous, depuis le début, quand on nous parle de 2000 €, que pas un prof en dessous de 2000 €, on dit chiche, mais tout le monde, y compris la première année, l'année du recrutement. Et c'est là qu'on est en décalage important. Oui, je poursuis sur la question du contrôle continu. D'abord, rappeler que nous sommes farouchement opposés au contrôle continu pour le bac. C'est ça qui a entraîné de l'anxiété, de l'angoisse et du stress chez nombre d'élèves, pas chez tous, attention, mais beaucoup effectivement sont très attentifs à l'ensemble de leurs notes et ça fait partie des discussions, des débats qui sont parfois nombreux en fin d'heure avec les élèves pour leur réexpliquer un certain nombre d'éléments sur l'ensemble des évaluations de l'année qu'il faut prendre en compte et pas seulement
avant une évaluation, parce que toutes les évaluations sont importantes. La ministre, dans le dossier de presse, nous rappelle ce que sont les formations diagnostiques, formatives et sommatives, certes, mais les collègues savent les manier et savent à quel moment il faut les proposer aux élèves. Parfois même, dans une même évaluation, il peut y avoir différentes étapes dans ce qui est demandé aux élèves dans le cadre des évaluations. Ce que nous disons ici, c'est que pour les élèves, cela va être difficile de faire le tri entre ce qui va relever d'une évaluation qui ne va pas compter et d'une évaluation qui va compter. La démotivation peut être importante face à une évaluation qui ne va pas compter. S'il faut l'annoncer en amont, on se doute que pour certains élèves, la valeur du travail qu'ils vont donner sera certainement moindre. Ça risque de renforcer par ailleurs des tensions au moment de temps fort. Est-ce qu'on va aller vers une multiplication de bacs blancs, de devoirs communs, d'épreuves partielles? C'est quelque chose qui nous semble déraisonnable, surtout dans l'organisation actuelle du cycle terminal, où les élèves sont disséminés dans un ensemble de groupes, où il est très compliqué d'organiser les emplois du temps. Si en plus il faut mobiliser des temps communs pour faire des épreuves, alors ça va nous ramener aux E3C de 2019, et on sait combien c'était compliqué pour les collègues, en plus d'avoir des banques de sujets qui ne correspondaient pas à la progression des apprentissages dans la classe. On en revient vraiment toujours au travail du collègue dans sa classe. Il faut qu'il puisse garder la main. Qu'il y ait des temps forts d'évaluation, c'est quelque chose qui se fait tout à fait naturellement, mais ça va rajouter finalement du stress et ça va rajouter des contestations avec certaines familles, mais aussi du temps d'explication qui ne sont pas des temps d'apprentissage dans la classe. Et ça, nous pensons que c'est vraiment quelque chose que nous pouvons éviter. Mais rappelons que le point de départ, c'est le contrôle continu qui est extrêmement contestable dans le bac et dans ce diplôme qui est le premier grade universitaire. Sur la formation initiale, le constat que nous faisons dans le second degré, c'est que les savoirs sont tout de même de plus en plus contestés dans la classe, et que l'assise disciplinaire universitaire pour nous est essentielle. Avoir des étudiants qui interrompraient leur formation universitaire au niveau 2 ans et demi après le bac, et le bac Blanquer, ça nous alerte beaucoup sur leur maîtrise disciplinaire. Là où justement en termes d'épistémologie, de connaissance, de solidité, il faut être extrêmement robuste face à des élèves qui à tout moment peuvent remettre en cause un certain nombre d'apprentissages et de connaissances. C'est une des particularités du second degré d'être organisé par discipline, et la maîtrise disciplinaire pour nous est importante. Et la formation que prévoit le ministère dans le M2E est une formation à la main de l'employeur qui ne sera pas forcément à l'université, qui ne sera pas ancrée dans la recherche, mais qui va davantage inculquer les bonnes pratiques, faire connaître les guides, les plans, etc. Ce n'est pas une capacité pour les collègues à penser, en tout cas à les préparer à penser à leur métier, à travailler d'une façon qui soit créative et qui leur permette surtout d'exercer en pleine autonomie. C'est quelque chose que nous pressentons et que nous contestons pour le second degré, et nous rappelons que les lauréats du second degré sont nombreux à ne pas être dans les filières MEF actuellement. Il y a plus de 20% des lauréats qui sont dans des masters disciplinaires. Et si on regarde simplement, je terminerai là-dessus, sur la période 2026-2027 où vont coexister les deux concours L3 et M2, des M1 qui réussiraient le concours ne pourraient pas poursuivre leur master disciplinaire. Ils seraient contraints de l'abandonner pour rentrer dans le M2E, et donc contraints d'abandonner un cursus universitaire qui aurait pu les amener jusqu'à l'agrégation. Et un concours au niveau licence, on se doute bien qu'il sera très difficile de raccrocher derrière l'agrégation, que ce soit par l'externe ou par l'interne, et que l'agrégation doit rester un concours du second degré. C'est ici quelques éléments. Alors sur la question de retour d'expérience de 2021 sur les projets locaux d'évaluation, en fait on avait très rapidement, les collègues avaient réagi quand même. Il y avait une réaction qui montrait qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas dans la volonté de cadrer les pratiques pédagogiques, les pratiques professionnelles de nos collègues. On avait ensuite lancé une campagne qui consistait à finalement
collectivement s'emparer des espaces de discussion sur le projet local d'évaluation pour peser sur sa rédaction et pour finalement limiter le plus possible les effets négatifs et dangereux du projet local d'évaluation. On avait par exemple dit qu'il fallait mieux s'en tenir à un rappel des grands principes d'évaluation. On avait fait, les collègues avaient pu écrire des devoirs communs seront organisés. Voilà, c'est des choses qui ont pu, qu'on avait donné ça comme exemple de rédaction. Voilà l'évaluation globale, telle évaluation globale par période. Mais surtout, on avait dit à nos collègues qu'il n'était pas la peine de préciser les seuils, les cadences d'évaluation. Et comme ça, on était finalement sur un document qui correspondait au cadre qu'avait posé le ministère, mais qui n'était pas contraignant. Et on avait mis à disposition un certain nombre d'outils à nos collègues, le rappel des textes réglementaires, mais aussi comment agir en conseil d'administration, qu'il ne fallait pas tomber dans le piège, par exemple, de la révision du règlement intérieur, qu'il ne fallait pas tomber dans le piège de l'intégration au projet d'établissement. Et tout ça avait été très bien reçu par nos collègues qui s'en étaient emparés, et c'est comme ça qu'on avait réussi à mettre en échec le projet local d'évaluation. Voilà, et on va voir comment... Et c'est quelque chose qu'on va réactiver très vite. Alors, on va voir quand même la rédaction précise de ce qui sort aujourd'hui, parce qu'on sait que, comme toujours, le diable peut se nicher dans les détails. Donc, on va prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans ces textes. Mais après, notre objectif, c'est bien évidemment de lancer une nouvelle opération de ce type-là pour rassembler les collègues et pour faire respecter leur professionnalité. Sur la question des manuels numériques, manuels papier, manuels numériques, c'est vrai qu'on sent une offensive sur le déploiement du tout numérique, sous couvert d'ailleurs de cette espèce de vague du numérique dans l'éducation nationale, dont certaines académies reviennent quand même, je pense notamment sur ce qui était fait sur le Grand Est, sur le tout numérique. Donc on n'est pas dupe de ce qui est en train de se jouer. Ça peut parfois être l'occasion pour certaines collectivités territoriales, et je pense notamment à ce qui se joue en Île-de-France, pour une tentative de reprise en main, de prise en main des pratiques, là aussi des pratiques pédagogiques. Donc on est extrêmement prudent sur le déploiement des manuels numériques. Par ailleurs, ça se heurte aussi aux très nombreuses contradictions du ministère sur le numérique, qui d'un côté vous dit qu'il faut limiter l'exposition aux écrans, et de l'autre côté vous dit qu'il faut déployer des outils numériques. Donc c'est voilà un peu ce qu'on peut... la façon dont les choses, on peut regarder les choses. Sur la question de la formation continue, peut-être déjà rappeler une chose, c'est que, ce qui est l'état de la formation continue aujourd'hui. Il y a eu une offensive en quelques années contre la formation continue au motif qu'elle se déroule sur le temps de service. C'était Gabriel Attal qui avait lancé cette offensive. La formation continue, elle a aussi été très appauvrie par l'orientation très utilitariste qui lui a été donnée par le ministère, puisque la formation continue est bien souvent devenue une courroie de transmission de la mise en place des réformes contestées. Donc aujourd'hui, on est quand même sur une formation continue qui est très loin de pouvoir atteindre ces objectifs. Donc aujourd'hui, ce que le ministère essaye de faire avec un coup d'intelligence artificielle, un coup de telle ou telle priorité, c'est quand même très loin de ce qu'on attend d'une formation continue qui doit se dérouler sur le temps de service et qui doit répondre aux besoins de nos collègues. C'est absolument indispensable d'avoir ces temps de respiration, ces temps d'échange aussi entre collègues. La formation continue a parfois été basculée en visio, etc. C'est pas des moments propices à l'échange entre collègues. Or, on sait qu'on se forme aussi dans ces échanges entre collègues. Est-ce que vous avez des... Excusez-moi, je me permets. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Est-ce que vous avez des données un peu en termes de perte de temps de ce que représente la formation continue ces 10 dernières années? Ce qu'on a perdu en termes de... Est-ce qu'il y a moins de... qui se forme, sur combien de temps? Qu'est-ce que c'est un taux de pourcentage plus bas
de professeurs qui s'inscrivent à des formations continues, je pense au PAF par exemple. Oui, alors ça, dans certaines académies, il peut y avoir des bilans. On pourra regarder peut-être, là encore, sur des chiffres plus précis localement. De mémoire, on n'a pas eu de bilan national sur le sujet. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des professeurs qui ont pu renoncer, mais un peu la mort dans l'âme, à pouvoir se former, pouvoir suivre des formations continues au regard de ce qui est proposé. C'est des choses aussi. On a beaucoup de collègues qui regrettent de ne pas pouvoir avoir accès à une formation continue de qualité et qui ont dû parfois renoncer d'une manière ou d'une autre. Et on regardera les chiffres. Dans certaines académies, on doit avoir des chiffres plus précis qu'on pourra vous transmettre. Et puis je vais peut-être répondre sur les groupes, de niveau. Effectivement, on ne sent pas une offensive de la ministre pour les maintenir coûte que coûte à la rentrée, même si le ministère s'est exprimé après la publication du rapport de l'inspection générale. Rapport vraiment accablant sur l'organisation de ces groupes de niveau, la relégation des élèves les plus fragiles, la désorganisation des établissements. Pas de moyens de toute façon pour les mettre en œuvre sur 6e, 5e, une forme de resserrement qu'on va observer, en tout cas nous on va savoir précisément comment les équipes vont accueillir des directives nouvelles qui pourraient surgir demain dans les réunions de pré-rentrée, mais on appelle toujours les collègues à refuser de mettre en place ces groupes de niveau. En revanche, ce qui va demeurer, c'est vraiment une pression sur la standardisation des pratiques pédagogiques. Ça, le choc des savoirs était quand même un ensemble de mesures, avec cette mesure phare de sélection avec les groupes de niveau, mais sur la normalisation des pratiques professionnelles, c'est quand même quelque chose de très profond dans les intentions du ministère, et ça demeure très fortement. Donc nous alertons davantage les collègues sur ces enjeux, de bien les décrypter à l'aune de l'ensemble des plans, des évaluations standardisées, que c'est pour le ministère un enjeu premier, c'est de les mettre pas sur une pédagogie d'État. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ça rejoint d'ailleurs tout ce qui se joue autour de la formation initiale, avec des collègues qui seront moins en capacité de contester des mesures parce que leur formation universitaire sera un peu plus fragile. Bonjour, Delphine Branco du groupe Ebrin. On n'a pas parlé de la pause numérique qui doit être un de vos sujets préférés, je pense. Qu'est-ce qui va se passer vraiment à la rentrée? Est-ce que c'est que de l'affichage? Oui. Alors, oui, d'ailleurs, je suis en train de regarder mon téléphone portable, donc c'est pas bien. Non, mais sur la pause numérique, déjà, il faut rappeler une chose, c'est que depuis 2018, il y a un texte qui existe et qui interdit l'utilisation des téléphones portables, notamment au collège. Donc il n'y a rien de nouveau dans toute l'agitation autour de la pause numérique depuis que ce sujet est ressorti il y a 1 an et demi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet sur les écrans. On distingue quand même les deux. Il y a certainement un sujet sur la question des écrans, mais il faut voir comment cette question de la pause numérique a été amenée, là encore avec quelque chose d'extrêmement descendant, sur l'expérimentation qui a été menée. On n'a pas eu le bilan officiel, donc le ministère, encore une fois, généralise un dispositif sans avoir fait le bilan. Il faut bien mesurer aussi à quel point, à certains endroits, ça a pu peser sur les vies scolaires, et notamment les AED et les CPE, qui se sont retrouvés à devoir gérer, parfois dans la plus grande précipitation, parce qu'il fallait répondre à une commande politique, la gestion des téléphones portables, la gestion des casiers, la gestion des pochettes à fermer, etc. Donc vraiment, on est typiquement la pause numérique sur une mauvaise solution à un problème qui peut exister. Et il faut aussi remettre les choses en perspective. Il y a une loi qui existe. Cette loi, elle est appliquée dans un certain nombre d'établissements. Il y a aussi des équipes qui s'emparent du sujet. Et il faut aussi laisser le temps aux équipes de pouvoir prendre la mesure de la façon dont ça peut se faire. C'est-à-dire que dire au 1er septembre, il y aura la pause numérique partout, c'est complètement illusoire. Laisser le temps, comme ça s'est fait l'année dernière à certains endroits, de consulter les personnels, de voir comment les choses peuvent s'organiser à la vie scolaire, et ben ça permet de s'adresser aux familles pour expliquer ce qui se joue. Parce que c'est évident que sur la question des écrans, il faut aussi, et la question du téléphone portable, il faut aussi pouvoir expliquer aux familles pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est vrai qu'au premier abord, on entend beaucoup de familles qui nous disent « Ah, c'est génial, la pause numérique,
numérique, etc. Oui, parce que ça nous fait, ça fait retomber sur l'école ce que généralement les familles n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire la gestion du téléphone portable. Mais prenons le temps de discuter avec les familles, et d'ailleurs à certains endroits, là où les choses se sont mises en place en prenant ce temps-là de la discussion, en s'étalant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et dans certains contextes, on a vu aussi des élèves qui, avec leur famille, ne venaient plus avec leur téléphone portable. Donc, de fait, ça permettait, ça désorganisait moins l'établissement, ça enlevait un poids sur la vie scolaire. Donc, encore une fois, il y a les annonces et il y a la réalité du terrain que sur ce sujet, cette ministre, comme d'autres, a largement ignoré. Oui, bonjour, Amandine Héroux de l'Express. Moi, j'avais une question sur la notation des épreuves terminales du bac. Des enseignants nous ont expliqué recevoir des consignes de bienveillance visant à relever artificiellement les notes, ce qui revient à mentir sur le niveau des élèves, disent-ils. Est-ce que vous partagez leur constat et leur désarroi face à ces consignes? Et que pensez-vous des mesures annoncées par la ministre sur ce sujet? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu... on sait qu'il y a des collègues qui ont pu être déstabilisés, en colère, face à des consignes de correction. Ça, c'est quelque chose qui peut exister, et on a pu le vivre aussi. C'est des choses dont on se voit bien dans les réunions de correction, qui font réagir. Ça, c'est une réalité qui existe à certains endroits. Après, ce que la ministre en a fait tout un discours sur la dévalorisation du diplôme et sur des mesures à prendre sur les jurys. Et quand on voit les mesures qu'elle a pu prendre, en tout cas qu'elle a annoncées sur le rattrapage et sur le fait que les élèves qui ont moins de 8 ne pourront pas être rattrapés pour aller au second groupe, sur les points de jury qu'on pourra donner aux élèves, on s'aperçoit quand même qu'elle s'en prend aux élèves les plus fragiles, parce que les élèves qui ont moins de 8 ou les élèves qui sont au rattrapage, ce sont les élèves les plus fragiles. Donc c'est pas à ces élèves-là de payer d'éventuels errements à certains endroits. Donc là encore, c'est une réponse qui ne correspond pas à un sujet qui peut exister. Les consignes telles que vous les évoquez, elles sont aussi étroitement liées à l'organisation du baccalauréat, liée au bac Blanquer. On en parlait tout à l'heure. Ce baccalauréat est tellement compliqué à organiser que dans certaines disciplines, vous avez des épreuves sur 2 jours. Donc vous avez 2 sujets différents. Et parfois des sujets qui peuvent être de difficultés différentes, de nature différente. Et il est arrivé, sentant venir d'éventuelles contestations d'élèves du type pourquoi moi si j'avais été sur le jour 1 ça aurait été plus facile pour moi, des contestations des familles de ce type-là, et on a des consignes de type sur le J2, sur le jour 2 pardon, il va falloir peut-être faire un peu plus attention à ceci ou à cela. Donc on a quand même aussi un sujet qui est lié à ce qu'est le bac Blanquer, à l'organisation du bac Blanquer et à cette espèce de course perpétuelle à l'aménagement du bac, aux rustines qui sont mises, d'où peut-être aussi ces consignes telles qu'elles ont pu arriver. Pardon, je me permets de reprendre la parole sur l'EVAS. Est-ce que vous avez des remontées d'enseignants qui ont déjà été formés au printemps dernier, à la fin de l'année, et est-ce qu'il y a des programmes de formation là, dont vous avez entendu parler pour les prochains mois? Ça, c'est la première chose assez rapide à répondre, je pense. La deuxième, certains professionnels disent ces programmes, c'est très bien, ça va potentiellement ouvrir la parole de certains jeunes qui vont peut-être se confier à l'occasion de ces séances sur de potentielles violences sexuelles qu'ils ont subies ou qu'ils subissent. Est-ce que selon vous, les enseignants sont prêts à recevoir cette parole? J'imagine que dans les collèges et lycées, il y aura toujours des profs, même sans formation, qui sauront enseigner ces programmes, mais est-ce qu'ils sont prêts à recevoir des paroles qui peuvent parfois contenir des témoignages très problématiques et qui parlent de délits ou de crimes? Merci.
Alors sur la question de la formation au programme d'EVARS, elle a effectivement commencé l'année dernière, essentiellement sur les formateurs. Donc oui, on a des collègues qui ont suivi ces formations. La formation doit se poursuivre cette année. Il y a des collègues qui sont en attente, qui sont assez demandeurs, et on sait que ça va être un enjeu très important. Sur la question du recueil de la parole, on est tout à fait, oui, on est conscient que ça va libérer la parole et qu'on va être confronté à des paroles d'élèves qui, à certains moments, pourront relater effectivement des agressions sexuelles, voire des délits ou des crimes. C'est une parole. Il faut d'une certaine manière qu'on soit prêt à la recueillir, cette parole-là, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est compliqué, de trouver la bonne réponse à un élève qui vient la première fois s'exprimer. En plus, l'élève, il n'attend pas tel ou tel moment, c'est le moment où il se sent prêt à parler qu'il va s'exprimer ainsi. Ce qui est nécessaire aussi, c'est qu'on puisse assez rapidement travailler en équipe, parce que cette parole-là, il faut qu'on la traite bien évidemment en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte dans une équipe éducative, mais aussi avec d'autres adultes. Je pense notamment à l'infirmière scolaire, à l'assistante sociale, pour pouvoir accompagner du mieux possible l'élève après qu'il ait parlé, mais pour aussi pouvoir faire éventuellement les signalements nécessaires. Et ça implique de pouvoir travailler avec ces professionnels. Et c'est vrai qu'on a donc deux interrogations. C'est la capacité, savoir recueillir la parole de l'élève et pouvoir la traiter collectivement. Et de ce point de vue-là, sur la façon de traiter collectivement la parole d'un élève victime, le ministère est largement carent, puisque vu le manque de personnel, et notamment d'assistantes sociales et d'infirmières, on risque quand même de se trouver démunis face à ce type de paroles. Et j'en profite pour faire un point sur les questionnaires, les questionnaires brisons le silence, et un point sur les questionnaires lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, qui ont été mis en place ces 2 dernières années. Ça a été d'ailleurs une des difficultés. C'est-à-dire que dans les questionnaires de lutte contre le harcèlement, on a pu avoir parfois des témoignages assez lourds de harcèlement en milieu scolaire, aussi dans les questionnaires brisons le silence. Vous savez, ces questionnaires sont anonymes, même si le ministère nous a assuré qu'il avait pris à tâche de la CNIL pour voir dans quelles conditions lever l'anonymat. Mais c'est vrai que c'est là que on a des collègues, et notamment des collègues CPE, puisque ces questionnaires étaient parfois imposés à la vie scolaire, qui se sont trouvés face à des témoignages qui sont difficiles. Comment ? Eh ben, alors, si on prend les témoignages dans le cadre des questionnaires harcèlement, une très grande difficulté, c'était que ces questionnaires étaient anonymes. Donc après, le travail a pu être tenter de mener un travail avec le professeur principal de la classe, avec le chef d'établissement, pour essayer d'identifier l'élève et de l'accompagner. Mais l'anonymat a quand même été un obstacle important au traitement de ces situations. Et puis sur les VARS, tous insistons bien sur le fait que ce sont des programmes d'enseignement. La ministre, encore hier, a une lecture assez réductrice et rappelle que ce sont les 3 séances obligatoires à la sexualité par an. C'est une très bonne chose, hein, mais c'est quelque chose en plus, les VARS. Ce sont des programmes d'enseignement dans toutes les disciplines. Donc avec un temps d'appropriation pour l'ensemble des collègues qui sera un peu plus long que sur d'autres programmes disciplinaires, parce qu'il y a une dimension nouvelle dans des disciplines qui, a priori jusqu'ici, ne se sentaient pas directement concernés, une approche donc collective qui doit aussi s'organiser dans les établissements. Il faudra vraiment du temps pour que les collègues puissent développer l'ensemble du programme. Donc nous plaidons pour que l'ensemble des collègues soient formés à accueillir la parole des élèves, mais soient aussi formés à appliquer un programme qui est particulièrement ambitieux, que nous défendons. Mais là, il y a un effort de formation continue important à développer. Pour l'instant, le ministère n'est pas au rendez-vous. Comment vous préparez en tant qu'enseignant, dans certains établissements où ces questions doivent être très sensibles? On a eu notamment les contestations liées à l'enseignement, à la laïcité. Est-ce que là aussi vous vous y préparez?
Oui, alors on sait que enseigner, c'est parfois se heurter, en tout cas avoir des questions d'élèves, avoir des remarques. On sait que parfois c'est aussi se confronter. On confronte les élèves à quelque chose de différent, à des enseignements, des paroles que parfois ils n'ont pas entendu ou qui les interrogent. Donc ça fait partie de notre métier. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager, de pouvoir travailler en équipe là-dessus, de pouvoir être en lien avec le professeur principal, avec les CPE, pour rapidement se dire quelles ont été les difficultés, les questions. Et là, je dirais que le plus grand obstacle, ce ne sont pas les élèves. Le plus grand obstacle, c'est le manque de temps pour travailler en équipe. De toute façon, les élèves ne sont pas des obstacles. Et que les élèves posent des questions, c'est tout à fait normal. Donc, il y a cette question du temps et du travail en équipe. Après, on sait aussi qu'il peut y avoir pas seulement des questions, mais qu'il peut y avoir et aussi de la part de familles ou de personnes extérieures aux établissements, pas des questions mais des menaces, parfois des paroles violentes, voire des violences aussi. Et là, c'est, je dirais, à l'État employeur d'assurer ses responsabilités de protection des personnels. On a alerté à plusieurs reprises les ministres de l'Éducation nationale, notamment sur les menaces qui émanent de groupuscules type parents vigilants, etc. Et de la nécessité quand même de protéger les personnels, mais aussi de démêler le vrai du faux pour les parents d'élèves par rapport à toutes les fake news qui peuvent circuler, notamment sur les VARS. Donc la clé, c'est bien évidemment le travail collectif, mais aussi que l'État employeur assume les responsabilités qui sont les siennes. On ne craint pas, par exemple, le jour où il y a la séance de VARS, que certains parents d'élèves disent leur enfant, vous savez, c'est déjà sur les séances d'éducation à la sexualité, c'est déjà des choses qu'on peut constater, et c'est assez terrible parce que c'est une forme de renoncement pour ces élèves-là et ces familles. C'est un renoncement auquel, voilà, nous on peut pas, vu ce qu'on porte pour les élèves et pour l'école, c'est un renoncement qu'on peut pas accepter. Donc il faut aussi, je dirais que l'ensemble de l'institution, et pas que les enseignants, l'ensemble de l'institution soit au rendez-vous pour porter ce programme, là en l'occurrence ce programme des VARS, et ça veut dire aussi expliquer les choses aux parents d'élèves, ce qui se joue, et expliquer que dès lors, là on a quand même un programme, comme on le disait, ça va s'inscrire dans des disciplines, donc ce sont des cours qui sont obligatoires, donc ça va faire partie aussi de ce qui pourra être dit aux parents d'élèves et aux familles. Bonjour, Rodorio pour 20 minutes. Deux questions différentes sur le contrôle continu. J'ai compris que l'idée d'avoir des évaluations notées pour le contrôle continu d'autre part était problématique. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Est-ce que vous auriez préféré une pondération différente du contrôle continu versus le contrôle final, que ce ne soit pas 60-40 et 30-70 ou autre chose? Et puis, deuxième question sur les VARS. Comment vous sentez les remontées du terrain? Quelle est la proportion d'établissements qui vont être au point sur les 3 séances par an et qui vraiment se semblent engagés? J'imagine que c'est un peu tôt pour le dire, mais vous avez peut-être déjà un peu... Est-ce que ça sera beaucoup plus proche des 80% d'établissements qui font les 3 séances, ou est-ce que ça va rester autour des 15-20% comme on sait? Oui, peut-être on va prendre d'autres questions. Il y a un truc qui risque de survivre aux éventuels bouleversements politiques qui s'annoncent, et on n'en a pas du tout parlé jusqu'à maintenant, c'est les temps de l'enfant. Quelle est votre implication dans le processus et quel regard vous portez sur ce que vous présumez que ça pourrait apporter ou pas? Oui, moi je voudrais revenir sur les maths de mémoire. Quand elle avait annoncé son plan filet maths, Elisabeth Borne avait annoncé une formation au pied de genre, et j'avais en tête la date de mi-septembre. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous avez eu du taf là-dessus? Alors, plusieurs choses. Sur le bac bancaire et le contrôle continu. Nous, c'est très clair, on n'est pas dans des histoires de coefficients et de poids du contrôle continu. Nous, on défend des épreuves terminales, anonymes, en fin d'année, et des épreuves nationales. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que tout montre
que sur la question de l'architecture du baccalauréat, on a raison de défendre ça. Enfin, ça fait quand même 6 ans que tous les ans, on a un rafistolage de la réforme du bac parce qu'il faut corriger tel ou tel problème du bac Blanquer. Donc la question, c'est pas quel coefficient on met, quel poids on met au contrôle continu, aux épreuves terminales, c'est qu'il faut en finir avec le bac Blanquer, tout simplement, et très clairement, et avoir des épreuves nationales, terminales et anonymes. Sur la question, mais on fera peut-être à plusieurs voix, sur la question de l'EVARS, vous avez évoqué les séances d'éducation à la sexualité. Il faut quand même rappeler que là, il y a un programme d'EVARS et que ça ne va donc pas se réduire aux 3 séances d'éducation à la sexualité. Il y a aussi ce qu'on va faire dans le cadre des disciplines. À l'heure actuelle, on n'est pas en mesure, là aussi, de vous donner des éléments chiffrés et stabilisés sur les établissements la façon dont les établissements vont s'emparer des éléments, mais c'est quelque chose, enfin, de l'EVARS, pardon, mais c'est quelque chose qu'on suivra, et d'ailleurs il faudra certainement qu'on en fasse des bilans réguliers. Sur la convention des temps de l'enfant, alors sur cette convention citoyenne, c'est vrai quand Emmanuel Macron a annoncé cette convention citoyenne, il l'a annoncé en commençant par un mensonge, c'était sur un mensonge sur la durée des vacances d'été en France qui serait plus longue, enfin qui serait une des plus longues en Europe, ce qui est faux. Et on a analysé ce lancement de cette convention citoyenne d'abord comme un exercice de diversion de la part d'Emmanuel Macron par rapport au bilan qui est le sien en matière de système éducatif. Après, on a aussi on a identifié cette convention citoyenne comme pouvant porter aussi quelques dangers pour le système éducatif, notamment quand on voit fleurir quelques propositions du type cours le matin, sport l'après-midi, ou éducation, ou tous les enseignements artistiques l'après-midi. D'abord, on sait que ça a été expérimenté et que le résultat a été plus que mitigé, et on voit bien aussi le danger où il s'agirait d'externaliser l'EPS vers des activités sportives l'après-midi, donc en dehors de l'enseignement, prise en charge par peut-être des associations avec tous les biais que ça peut comporter dès lors qu'on est sur quelque chose qui est lié à des associations, à des collectivités territoriales. De même sur les enseignements artistiques. Nous, on est attachés à ce que l'ensemble de ces enseignements se fasse bien dans le cadre scolaire. Donc on voit bien les dangers qui peuvent exister. Pour autant, on a répondu à l'invitation de la Convention citoyenne des temps de l'enfant, puisque nous avons, le SNES a été auditionné par les 140 citoyennes et citoyens au début du mois de juillet. On était avec les petits camarades de la FSUS, l'UNIPP, et c'est vrai que c'était assez déroutant comme exercice, puisqu'on nous a posé des questions quasiment sur tous les sujets, sauf sur les vacances. Sauf sur les temps de l'enfant. On a eu des questions sur le harcèlement, sur le bâti scolaire, sur l'inclusion. Oui, non, mais je vois votre regard un peu perplexe. J'étais moi-même un peu perplexe, mais je me suis dit, comme c'est le début du mois de juillet, j'étais peut-être un peu fatiguée, mais non, c'est vraiment les questions qui nous ont été posées, et on a quasiment, on a eu ça, je garde un souvenir très net, nous n'avons eu aucune question sur les vacances, et on a eu des questions sur plein d'autres sujets, ce qui nous laisse un peu perplexes sur ce qui va être fait derrière. On sait que cet été, il y a eu un certain nombre d'ateliers territoriaux, c'est-à-dire dans chaque académie, il y a des ateliers qui sont menés avec des représentants des différentes parties prenantes qui vont venir alimenter les travaux de la Convention citoyenne. On a des collègues qui vont aller dans ces ateliers pour voir un peu ce qui se passe. Et puis là, de toute façon, alors, encore une fois, on ne sait pas sur quoi tout ça va déboucher dans le contexte actuel, mais on sait que les citoyennes et les citoyens vont désormais travailler aux préconisations. On a quelques contacts avec certains d'entre eux, puis on va voir comment les choses évoluent. Mais pour nous, en plus de l'analyse qu'on a fait au moment de l'annonce d'une diversion, on regarde quand même ça avec un regard extrêmement critique au regard des dangers que ça fait peser sur l'organisation du système éducatif, sur certaines disciplines, sur les inégalités que ça pourrait creuser, et c'est de cette façon-là dont on est intervenu.
Petit complément peut-être aussi sur nos propositions pour le bac et finalement sur l'ensemble de la réforme du lycée. Nous, on plaide pour une mise à plat de la réforme Blanquer au lycée. Il est temps, après 6 ans maintenant de rafistolage, et repenser l'ensemble de l'organisation des enseignements au lycée. On l'a vu sur la place des maths tout à l'heure, mais c'est aussi sur la question des programmes. On demande un bilan des programmes. On a découvert là, alors on s'attend à une publication BO ce jeudi ou jeudi prochain, à des aménagements sur les programmes de spécialité histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Là, pour cette rentrée, avec une rotation des thématiques sur la terminale, c'est pas raisonnable. Les collègues ont préparé leurs cours. C'est pas au jour de la rentrée qu'on va leur annoncer qu'il y a des modifications sur les programmes. Ils ont fait le même coup l'an dernier sur les SES. Nous, on demande vraiment qu'il y ait une mise à plat de l'ensemble du bac blanc, enfin de l'ensemble du lycée Blanquer, un bilan sur les programmes, et qu'on réfléchisse à un autre bac. Nous, on a des propositions pour faire que l'ensemble des disciplines passent en épreuve terminale. On peut imaginer un grand oral complètement revu, repensé, mais qui soit vraiment tourné vers les disciplines et qui soit une épreuve disciplinaire. On a des propositions. Ce qui nous dérange dans la façon dont la ministre aborde les choses sur les évaluations du contrôle continu, c'est une forme de défiance vis-à-vis des personnels qui va renforcer une image auprès de certains parents d'élèves, et l'idée que nous serions laxistes, qu'on ne saurait pas faire notre travail. Nous rappelons que les enseignants sont des fonctionnaires cadre A qui ont en responsabilité leur métier et qui savent faire leurs évaluations. Et s'il y a besoin de pondérer en fin de trimestre des évaluations, ils peuvent le faire sans avoir besoin de faire référence à un cadre qui s'appellerait le PLE, où le chef d'établissement pourrait tout vérifier, voire même, et on a ce doute, pouvoir modifier les coefficients de certaines évaluations que les collègues auraient pu saisir sur les logiciels. Vous voyez qu'on rentre dans une dimension d'attaque contre nos métiers et contre les identités professionnelles que nous défendons, et il y a certainement des réactions à attendre très vives dès demain dans les lycées. Eh bien, sur la formation au biais de genre. Ah oui, alors effectivement, on en est resté. C'était ce qui avait été annoncé, c'était d'ici le 15 septembre, 2 heures pour tous les personnels. Et pour l'instant, en dehors de ces éléments-là, on n'a pas plus de précision, mais c'est encore un élément qui. Vous voyez, une annonce qui s'empile à d'autres. Enfin, si on fait la liste de tout ce qui a, de tous ces dispositifs qui ont été annoncés et qui s'empilent, on voit bien comment on est sur des effets d'annonce sur la question. Et pour autant, sur la question des inégalités filles-garçons, il y a effectivement un travail important à faire. Mais là, quand on voit comment c'est traité par le ministère, on est quand même très loin du compte. Bien, et bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va donc s'arrêter là. Merci.